Mercredi 30 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. Le 30 novembre au Bénin rappelle trois dates, 72, 74 et 75. En 72, c'était le discours programme prononcé à Abomey par Mathieu Kérékou qui a d'ailleurs suscité beaucoup d'espoir. La caractéristique fondamentale et la source première de l'arriération de notre pays est la domination étrangère, ainsi commençait ce grand oral qui donnait déjà le ton de l'orientation que le groupe voulait donner au pays, redresser les secteurs économiques, sociaux et culturels de la nation. Mais 2 ans plus tard, en 74, eh bien, le régime vire à l'Est et annonce le marxisme-léninisme comme idéologie officielle de l'État. Puis, en 75, un parti-État est créé, le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Des événements qui se sont succédés et qui ont fait sentir au peuple, mesdames et messieurs, selon certains analystes, d'être exclus de l'application d'un programme populaire pourtant important. Que s'est-il concrètement passé? Peut-on dire qu'à ce jour, le contenu de ce discours programme a été matérialisé? Quelles leçons peut-on retenir à aujourd'hui? On en parle avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican, passionné de cette histoire. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, comme je le disais, ces trois glorieuses, on en parle dans ce programme spécial, ce décryptage spécial concernant cette date. On va commencer par 72, le discours programme très ambitieux prononcé par Mathieu Kérékou. Il était question donc d'affranchir le pays de la domination étrangère et de relancer son économie. À date d'aujourd'hui, Agapit Napoléon Maforican, et avec le recul, pensez-vous que la promesse a été matérialisée? Écoutez, on va d'abord corriger. Le discours programme a été prononcé à Cotonou, à la présidente de la République. C'est le discours d'orientation nationale de 1974 Qui a été prononcé à Goro. Voilà, donc on corrige ça. Et ensuite, oui, est-ce que la promesse a été tenue? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce qu'il y a eu 114, il y a eu 115. Oui. Donc, de 72, il y a eu 114, il y a eu 115. Ça veut dire qu'il y a eu une succession, une constance et une stabilité dans l'analyse et dans la conduite des choses. Ça a duré 18 ans. Mais en voulant relancer l'économie avec ce qui s'est passé en 74 par, je vais dire, les pensées liberticides ou les actions liberticides des idées et libertés, est-ce que vous pensez que cette promesse a réellement été tenue avec ces événements, je vais dire? Là, vous rentrez en même temps dans la corruption intellectuelle. C'est-à-dire que on devait s'affranchir de cela. Vous parlez d'idées liberticides. Oui. C'est une corruption intellectuelle. C'est une corruption intellectuelle parce que c'est un jugement de valeur. Parce que c'est quoi le liberticide? Le peuple était uni. Il y avait une émulation populaire. Et n'oubliez pas, allons d'abord, restons à 72. D'accord. Et vous avez vous-même dit que la première phrase donnait le top. Oui. Du discours. Oui, mais la caractéristique fondamentale et la chose première de la réalisation de votre pays, c'est la domination étrangère. Mais l'histoire de cette domination, c'est celle de l'oppression, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Quand on vous dit ça, de qui parle-t-on? On parle du colonisateur. Est-ce que la Chine a colonisé l'Afrique? Est-ce que l'Union des républiques socialistes soviétiques a colonisé l'Afrique? Est-ce que la Corée du Nord a colonisé l'Afrique? Est-ce que la colonisation a pris pour base les idées de Karl Barth? Non. En réalité, ceux qui ont rédigé le discours programme étaient influencés par les idées de la gauche. Et parmi eux, vous retrouverez beaucoup d'intellectuels d'aujourd'hui, mais ils sont déjà à un certain âge. Oui. Ils n'étaient peut-être pas là, mais ils sont de la même pensée. Robert Dessous, par exemple. Bien sûr. Hein, vous l'écouterez volontiers. Il dira, lui, en tant que féance, je ne sais pas, oui, en 72, à quel niveau il était. Vous allez voir, Bruno Moussou est là. J'ai Déonda Sundo est encore vivant. Fakore Desjardins, je ne sais pas. Amos Elegbe vit encore. Donc, il y a un certain nombre de jeunes de l'époque. Mais ça, j'ai parlé un peu des universités, mais vous allez voir. Et Pierre Chauvi, et les Déglas vivent. Donc, c'est dire quoi? En 72, les forces vives qui ont accompagné le système, qui ont pris et qui ont accepté disons la révolution, quand Mathieu Kérékou dit vive la révolution, ceux qui ont dit ah, ça nous intéresse, ceux qui ont accepté l'appel, ceux qui sont allés pour pondre le discours programme, ils ne se sont pas entendus sur un certain nombre de désidérateurs, mais ils ont travaillé d'arrache-pied pour avoir ce discours programme là, pratiquement un mois après le coup d'État de 26 octobre. Donc,
C'est déjà ça. Et quand vous dites que quand on stigmatise la domination étrangère, l'oppression, la mise à mal de la dignité du peuple, l'exploitation de l'homme par l'homme, mais il faut comprendre là où on va. On dit que nous devons compter d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources. C'est ce qu'on a dit. On a décidé désormais d'avoir un discours programme pour une politique nouvelle d'indépendance nationale. La politique nouvelle d'indépendance nationale a été déclinée. Et lorsque vous lisez la déclinaison, vous vous rendez compte que c'est une manière pour l'État de se reprendre en charge. Mais où est l'idéologie? Ce jour-là, il n'y avait pas d'idéologie. Mais est-ce qu'en 72, on peut gouverner sans idéologie? C'est pas évident. On l'a fait avec le temps. Donc, l'État, mais la trame du discours programme montrait déjà l'orientation du système. Il n'y avait pas de surprise en 1914, il y a eu le virage. Seulement, il y avait autour du discours programme des gens qui ne voudraient pas d'idéologie, qui ne croyaient pas en l'idéologie et qui ne voudraient certainement pas l'idéologie de la gauche, l'idéologie marxiste-léniniste. Ça, ils avaient leur raison. Voilà, donc est-ce qu'à l'arrivée, Agapit Napoléon Bafoué-Quand, vous l'avez dit, en 72, le discours programme, il était là, mais à l'arrivée, est-ce qu'on peut estimer que, ben voilà, l'assainissement des finances publiques est une réalité, puisque en dehors de l'enfranchissement, il y a également cette question, je vais dire, importante. C'était une question de reprise en main des affaires, de mettre fin au cours de temps incessant, ce qu'on appelle les régimes de démission nationale, de mettre fin, que l'État conduise lui-même ses affaires et qu'une nouvelle vision de l'État émerge. C'est ce qu'on a dit. L'État prendra en charge des secteurs vitaux de l'économie. Oui. Donc, dès lors, ça a tenu. Je dis que ça a tenu 18 ans. On ne peut pas dire que ça n'a pas tenu. Et comment ça a chuté? Ça a chuté en 89 dans une situation de banqueroute dont il faut analyser les raisons profondes, pas nécessairement dans la caïcité du système. Donc on ne peut pas l'amputer à ce qui a été fait en 72, c'est ce que vous êtes en train de Vous ne pouvez pas analyser 72 avec les déclinaisons. Vous ne pouvez pas analyser 88, 89, 90 qu'avec 72. Vous devez évoluer vers 74, 75 et de 75 à la suite pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en 72 n'était qu'une déclaration d'intention. Oui. Après, il fallait mettre ça en orbite. Il fallait créer des conditions de l'exercice de ce pouvoir qui permettent à l'État de reprendre en main les secteurs vitaux, de donner au peuple d'en main cette dignité nationale, de se libérer de l'oppression, de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'était le discours de l'époque. Il fallait donner au peuple les moyens. Et pour savoir les moyens, il faut s'appuyer sur une idéologie. N'oubliez pas, on est en 72. Oui. On était en pleine guerre froide. Il y avait la bipolarisation. Soit c'est l'Est, soit c'est l'Ouest. Donc, que le système ait pris un virage en 1914 me paraît, moi, normal. Et c'est ceux qui sont surpris que ça m'étonne. Je suis surpris qu'ils soient surpris. Vous ne pouvez pas rester au milieu en disant « je fais la révolution ». Vous êtes obligé de faire un virage, de prendre un ancrage. Et à l'époque, il est évident que le seul qui pouvait être pris, c'était que le village à l'Est. Puisque on a toujours été colonisé par la France. Oui. La France nous a donné l'indépendance. On a l'impression que nos chefs d'État sont devenus de petits roitelets français, des personnes à la sorte un peu de la nouvelle politique française, ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire qu'au lieu de nous libérer totalement de l'emprise du colon, la situation s'est empirée. Des Noirs qui sont devenus plus puissants que les Blancs en réalité. Plus prédateurs que le Blanc. Beaucoup moins ingénieux que le Blanc. Beaucoup moins travailleurs. Beaucoup moins inventifs, beaucoup moins engagés, mais beaucoup plus dans la jouissance du pouvoir, dans l'appropriation d'un certain nombre de prérogatives et apparemment dans un leadership qui écarte nécessairement la cohésion nationale. En tout cas, ce qui concerne le Dahomey, il est évident que les trois hommes, Haoumandegbe, Apiti et Sotomaga, n'ont pas réussi à créer l'osmose. En Côte d'Ivoire, ça a marché, ça a fonctionné. Faute-Boigny est resté au pouvoir en 1993. Bien sûr. 33 ans après l'indépendance. Au Sénégal, ça a fonctionné. Senghor est resté, il a abdiqué, il a démissionné, il a laissé son premier ministre, Abdou Diouf, continuer. Donc, dans des pays, ça a fonctionné. De la France, colon, on a viré un peu vers la France.
alliés, amis, ce que d'autres appellent la France-Afrique. Oui. Et donc, mais ça a tourné. Mais au Dahomey, il y avait une sorte de paupérisation à trois têtes, qu'on a retrouvé finalement en 70 avec le conseil présidentiel. Oui. Donc, mais c'est trois. Et Mathieu Kérékou disait en 72, retire ceci, il y a trois hommes. Il me dit, moi je gagne 25 francs, c'est ma solde, elle me suffit. Il suffit qu'il y a trois hommes qui gagnent chacun tel 30 francs, ou bien combien, et il le fait la dire. Il dit que désormais, telle somme restera dans la caisse de l'État. C'est une image, c'est un symbole. Donc, si on n'analyse pas l'environnement, on ne comprendrait pas l'orientation de 74. Mais l'orientation de 14, je n'y étais pas. J'ai lu, et j'ai compris qu'à l'époque, il y avait des voix de deux. Il y avait ceux qui soutiennaient le système, mais ne voulaient pas s'engager avec eux. Ils disaient, c'est de dehors qui doivent le contrôler. Et avec ceux qui voudraient y être, parce qu'ils disent, on ne peut pas soutenir sans être dedans. C'est dedans que nous devons maîtriser. Et donc, c'est dans cette ambiance que le système lui-même, ça fait son choix. Et comme on lui a dit que la caractère fondamentale, la chose première de la relation de notre pays était la domination étrangère, il fallait choisir un système qui donnait à l'homme noir, à l'Africain, au Dahoméen, sa dignité. C'est un peu du côté du bloc de l'Est, qui était un bloc qui n'était pas colonialiste, qui n'était pas un bloc qui a colonisé, mais un bloc qui lui-même cherche à se libérer de l'emprise de l'accident. Et donc, on rentre dans un dispositif des gens, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc c'était légitime. Unissons-nous. Dans l'analyse de l'environnement, quand vous faites ce qu'on appelle l'analyse sur SWOT, par exemple, si on analysait, on faisait une analyse stratégique du pays à l'époque, envers les forces et les faiblesses du système, du pays, de la gouvernance du pays, les opportunités et les menaces, on se rendait compte que la seule ici, la nouvelle vision ne peut qu'être à gauche. Et pour être à gauche, il faut choisir le camp de gauche, qui était le camp de l'Est. Maintenant, de là à se dire marxiste-léniniste, c'est compliqué. On aurait dû avoir peut-être une déclinaison plus souple, beaucoup moins rigide dans l'orientation. On aurait peut-être pu dire, bon voilà, tout le monde devient notre allié, mais ce serait ne pas choisir, rester au centre. Je pense que Mathieu Kérékou le connaissant, les jeunes de l'époque, dont on connaît la fougue de certains, vous savez, ils ont plus de l'âge, mais certains n'ont pas perdu la fougue. Je pense que le tout réuni a donné ce qu'on a eu. Légitime, non, peut-être on n'est pas aux élections. Mais à l'époque, on peut dire que ces militaires, qu'ils ont coalisé avec des civils, la plupart ceux qui étaient les forces vives de l'époque, je pense qu'à l'époque, l'orientation prise était beaucoup plus légitime. Parce que si on le soumettait à référendum ou à plébiscite, ça aurait pu recueillir. Parce qu'il s'agissait de finir avec les moments troubles, avec les coups d'État ne pas finir, avec l'instabilité constante. Donc, on estime que c'est la même mise de l'État, une politique rigoureuse de gestion qui permettra de donner ces lettres de noblesse aux Dahomeyens. Et pourquoi, à un moment donné, le peuple ne s'est plus senti, je vais dire, impliqué dans cette gestion agapite Napoléon Mafocan? Parce qu'on parle de désenchantement après. Non, le peuple n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Vous savez, on met beaucoup de choses dans la bouche du peuple. Le peuple n'a pas de problème. Le peuple, c'est qui? C'est celui qui est allé au vote. Nous étions allés au vote en 89 pour voter pour les organes centraux du pouvoir ou bien les organes locaux du pouvoir d'État. Et là, quand vous votez pour les organes locaux du pouvoir d'État, ça remonte jusqu'à l'Assemblée nationale révolutionnaire. On a renouvelé cette affaire en 88 ou en 89, disons en 88, en 88 ou en 89. Donc, le peuple répondait. Mais lorsque le peuple n'a plus de quoi manger, lorsque le peuple a faim, comme l'ont dit Robert Dessous et René Awansou, en juillet 89, lorsque le peuple a faim, lorsque le bébé a faim, qu'est-ce que la maman fait? Elle ne le frappe pas. Elle ne lui retire pas le biberon. Au contraire, elle lui trouve un biberon. Or, le peuple avait faim. Il y avait une situation de banqueroute, dont les causes lointaines ou internes ou externes pouvaient être analysées. Peut-être pas d'autres voient mieux que nous. Il y a un plateau tout à l'heure à 21h30. Donc voilà. Donc dans la soirée, peut-être qu'ils auront l'occasion de rentrer en profondeur. Mais Robert Dessous revient à dit à Mathieu Kérékou, vous devez lâcher de l'Est. Parce que ceux-là qui manifestent, c'est parce qu'ils ont faim. Effectivement, il y a eu
il faut peut-être remonter après l'orientation nationale de 1974 à Goro. Donc, dès que vous prenez le socialisme scientifique comme voie de développement oui. et Et le marxisme-léninisme marxisme-léninisme comme comme... guide philosophique, donc, vous voyez la voie de développement. Donc, et l'autre, c'est le guide philosophique. Vous lisez et vous essayez donc de suivre les principes, la ligne. Il s'est suivi maintenant dans la mise en place des structures. Donc, il faut d'abord créer l'État révolutionnaire, l'État marxiste-léniniste. C'est ça qui a eu lieu le 30 novembre 1975 avec la création de la République populaire du Bénin. Donc, on a créé la République du Dahomey pour prendre un nom beaucoup plus général, pour quitter le royaume de Dahomey, pour quitter l'ethnie, disons, les considérations culturelles d'une partie du pays. Voilà, d'une partie du pays, exactement. Donc, pour essayer d'unir autour d'une civilisation sous-régionale, le Bénin. Donc, on l'a rendu populaire. En même temps, vous l'avez dit, on a créé le parti de la Révolution populaire du Bénin. En même temps. Le parti est celui qui influence la ligne. Qui a été très décrié dans la suite. Non, pas qui. Pas ceux qui sont partis, pas ceux qui ne sont pas d'accord. Tout comme aujourd'hui, les réformes sont décriées. Vous savez, le système est quoi? Il y a toujours ceux qui sont d'accord. Il y a toujours ceux qui sont contre. Si vous voyez l'émulation, moi je ne suis pas. Moi je suis des années, je suis de la fin des années 69. Donc je n'ai pas participé à 72. J'ai découvert 72. J'ai lu 72. Oui, vous avez lu 72. La première manifestation tangible de ma vie, peut-être, c'est le 16 janvier 77. À 8 ans, pratiquement, voyant les gens prendre les marches pour défendre la révolution, alors qu'on est à une centaine de kilomètres de Cotonou. Moi, avec le temps, ça m'a fait frémir. Alors, vous pensez que ce peuple-là, décrire le Poitiers, dans les hameaux, spontanément prennent les machines pour dire je vais aller défendre la révolution? Mais c'est pas possible. Mais vous l'avez dit, on place tout sous le coup du peuple parce que massivement analphabète peut-être, mais on ne peut qu'à faire qu'avec les intellectuels. Et totalement emballé. Totalement emballé. Attends, lorsque on rapproche l'école de la population, lorsqu'on rapproche les centres de santé, lorsqu'on dit au peuple, aux populations, vous êtes maître de votre propre destin. Lorsque vous créez votre école, lorsque au lieu de faire des dizaines de kilomètres pour aller à l'école, on vous rapproche ces choses-là. Quel peuple peut être malheureux de ça? La création de la République populaire du Bénin n'était pas le problème en soi. Le problème en soi, c'est les frustrations nées de cette création. Déjà, au niveau de ceux qui ont fait le coup d'État. Ensuite, la gestion de l'après-coup d'État. Les affaires qui ont suivi. Dont une n'a jamais été élue, c'est l'affaire IP. Donc, il y a eu beaucoup de frustrations. L'affaire COVAX, par exemple. Donc, le système a eu maille à partir à un moment donné. Et donc, il fallait reprendre la main. Le coup d'État de l'agression armée impérialiste de 16 janvier 1977 était conduit quand même par les Béninois qui ont dû solliciter les services de mercenaires pour renverser le régime. Comme des gens au Bénin ont demandé à la France, à Macron, et à Trump ou à Biden de sanctionner le régime du Bénin. C'est-à-dire que quand les gens sont fâchés, ils vont aller chercher l'aide extérieure. C'est les mêmes qui vont vous dire que la démocratie, que la France-Afrique détruit les choses. Mais si c'est le seul moyen pour se faire entendre au plan national... Ils n'ont pas d'idée. Peut-être. La manière pour se faire entendre au plan national, c'est de crier. Comme les partis comme le PCB l'a fait, le parti communiste de Dahomey, qui est resté et qui est l'un des artisans du renversement du système parce que l'activisme du PCD, conjugué avec la banqueroute, la gestion, la mauvaise gestion, des décisions de 1975, notamment la nationalisation des entreprises privées. On a créé dans la même nuit, je ne sais pas combien de dizaines d'entreprises qui ont été nationalisées, sociétés nationales, on a vendu de l'eau, on a vendu le noix de palme, on a vendu l'électricité, on a vendu des cahiers, on a vendu des matériaux de construction. On a tout vendu. On vendait de l'air. L'État vendeur. On vendait Sonagim, l'État national de gestion immobilière. On a vendu les terres. On a tout vendu. Et lorsque l'État devient vendeur, l'État est devenu même acheteur. Et les prébendiers. Il y a plein de prébendiers
autour de l'État. Parce que lorsque c'est pour l'État, c'est pour tout le monde. L'État, c'est nous tous. C'est ça, c'est nous. Donc, voilà, l'État a vendu tout ça. On a créé plein de sociétés. Des cas d'État, les gens, ils finissent, on les recrute dans la fonction publique. Donc, l'État s'est donné des charges inouïes. Au même moment, en 1977, après l'agression armée impérialiste, l'État s'est endetté pour s'équiper en armement, avec moratoire. Et l'État devrait payer. Alors, après les années 80, l'État s'est fait face à des réalités. Il faut payer les dettes d'entreprise, Bien sûr. les prêts, avec moratoire, avec intérêt. L'État, il y avait même les services de la dette qui étaient énormes. Énorme, oui. L'État n'avait plus les moyens. Il y avait ce qu'on appelle la dépréciation des thèmes de l'échange au niveau international, la chute des prix de carburant. Donc, il y avait une conjonction de situations qui n'a pas favorisé le système et qui n'a pas permis de se maintenir, la gabegie à l'interne, les petits conflits, la guerre de leadership au sein des membres entre les organisations de masse du parti, OJRB, CDR, tout ça n'a pas aidé. Et ceux qui étaient censés animer le parti n'ont pas créé l'émulation directe au niveau des cadres. Rappelez-vous, à la fin du système, il n'y en avait même pas 5000 membres de PRPB qui ont les cartes, à peine 1500. Il y en a un parti qui était un parti de masse, n'était arrêté qu'un parti d'élite. Comment vous ne pouvez pas avoir un parti État qui soit un parti d'élite? L'élite, c'est ceux de l'avant-garde, c'est les avant-gardistes. Mais le peuple est membre du parti. Être membre du parti n'est pas membre du bureau politique, il n'est pas membre du comité central. Donc, c'est eux les avant-gardistes. Du coup, quand vous faites le point avec le recul, justement, vous avez compris que il y avait Mathieu Kérékou, on lui a dit, voilà l'orientation, il a pris, mais après, on s'est lancé dans des slogans en l'oubliant d'agir. D'agir, et lorsque il fallait faire les comptes, on s'est retrouvé totalement le dos au mur. En 1979, des cadres qui avaient donné leur position à l'époque, mais qui n'avaient pas été écoutés, mais de l'ancienne gauche, de la gauche, qui se sont retrouvés dans une conférence des cadres, où ils ont dit, ah attention, le virage là est mauvais. Le virage, il faut se ressaisir vite. Le régime, ce jour-là, il n'y a pas eu de suite. Et Robert de Souela, je pense qu'il était porte-parole, si je me trompe, de cette conférence de cadre. Ils pourraient en parler, les ambassadeurs sont là encore. Ils peuvent en parler mieux. J'espère qu'ils étaient malheureux. Donc, tout ça, la seule réponse qu'ils ont pu donner, le régime a pu donner à cette situation. À l'aide, on va dire. C'est de nommer les Alidou Koussé, Gédo Dassondo et autres au gouvernement. Ceux-là ont mis des exigences avant de prendre le poste. On leur a dit, mais vous ne pouvez pas faire pression sur l'État. Ils ont pris leur poste. Ils n'ont pas eu ce qu'ils ont voulu. Et puis, bon, ils ont attiré l'attention du pouvoir là-dessus. Et Mathieu Kérékou s'est contenté simplement de les remplacer, tout court. Alors, donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, les 3 glorieuses sont des moments historiques. Mais ce qui s'est passé après, c'est la gestion de ces moments-là. Et ça, moi, je t'appelle l'intellectuel béninois. Ce n'est pas Mathieu Kérékou en lui. Il a dit, on nous a dit que c'est la voie du développement. Que l'autre voie, c'est la voie de l'exploitation de notre Parlement. On a dû le laisser. Moi, je suis militaire. Donc, c'est les intellectuels. Donc, on l'a laissé, au fait, gérer tout seul, c'est ça? Il n'a pas non, on lui a dit, il est militaire. Oui, il est militaire. On lui a dit, l'autre voie est une mauvaise voie. Donc, c'est la seule voie qui reste, c'est celle-ci. On l'a empruntée. Mais les cadres qu'on a nommés, ce n'est pas les militaires qui ont géré les sociétés d'État. Non. C'est les cadres, c'est les diplômés. Bien sûr. Ce qu'il appelle les intellectuels tarés, les intellectuels dépaysés. Et avec le recul, aujourd'hui en 2022, est-ce qu'on n'a pas encore d'intellectuels tarés dépaysés dans le pays? On en a en Afrique. On en a qui ne savent pas de quoi ils parlent. Il y en a qui sont bardés de diplômes, mais qui ne savent pas, qui ne peuvent pas résoudre une équation réellement de développement. C'est peut-être le système qui est fait. C'est pas le système, c'est de la pagaille, c'est de la paresse. Les gens, vous voyez, quand vous avez des cadres qui ont des diplômes sur fond de tricherie, parce qu'il y en a beaucoup qui trichent. Ils trichent. Ils trichent lors des devoirs, ils trichent lors des compositions. Il y en a qui volent même les diplômes. Il y en a qui n'ont pas. Comment voulez-vous bâtir un État sur cette base-là? C'est de la tricherie ambiante, c'est de la gabégie,
c'est de la concussion. On va prendre là où on n'a pas mis. C'est un ensemble de comportements qui nous a conduit là. Ce n'est pas une affaire de Mathieu Kérékou. Lui, c'est un militaire comme il a dit. Il a joué sa partition. Il y avait un bureau politique présidé par lui, mais dans lequel il y avait les apparatchiks du système. Il y avait les gens qui étaient les tenanciers du dogme, comme on peut le dire, et qui, eux, ont Luc Almas, en tout cas, ils sont présumés avoir Luc Almas, les élites, autres, et qui devraient donner la ligne. Mais ceux-là étaient où? Mais ils n'ont rien vu lorsqu'on a pillé la sécurité d'État. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas complices eux-mêmes? L'histoire a souvent deux versions. C'est la grande question. L'impunité. Et pendant ce temps, à un moment donné, l'État qui donne de la voix et qui radie les policiers qui ont plus de 200 francs sur les voies. Mais pendant ce temps, il y avait la KPJ. Donc, ce n'est pas le système lui-même. Moi, je ne veux pas. Avec le temps et au regard de l'expérience que j'ai fait, de l'analyse que j'ai fait globalement, ce n'est pas le système que moi je condamne. Et vous condamnez? C'est l'intellectuel du Bénin. C'est l'intellectuel de l'armée. C'est l'intellectuel béninois. C'est nos cadres. C'est nous peut-être. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est nous non, aujourd'hui. Écoutez, moi, je sais pas. Hier, c'était pas nous. Moi, je n'ai pas participé à cette gestion. Donc, je dis nous, c'est une affaire, c'est pour englober. Je n'ai pas participé à ça. Je n'ai pas du tout. En 89 ou 90, j'étais en terminale, j'étais totalement à la maison. J'ai suivi la conférence nationale à la maison. J'ai commencé l'université avec le renouveau démocratique. Donc, je ne suis pas responsable de ça. Mais je dis nous, parce que pour englober, pour avancer. Le problème est là. Ceux qui sont fâchés, qui sont dehors, et qui ont tout fait pour que le système chute. Ceux qui sont à l'intérieur, et qui ont tout fait pour que le système chute. Ceux à qui l'État fait confiance, et qui par gabegie, par manque de patriotisme, ont déstructuré, ont dénaturé, et puis ont détruit le système. C'est d'eux que je parle. Et c'est ça le vrai problème du Bénin. Et lorsque vous avez accusé le système, en 89-90 à la conférence nationale, vous regardez ce qui s'est passé de 90 à 2016. Vous vous demandez, mais est-ce que c'était mieux? Non, de 90 à 2016, il n'y avait plus le parti État, il n'y avait plus le multipartisme, le marxisme-léninisme, il n'y avait plus ça, mais il y avait pire. Il y avait la compromission, il y avait le désordre, il y avait l'anarchie, il y avait l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Il y avait tout, sauf la démocratie. Donc, ce qu'on a appelé la démocratie n'était qu'une manière de dire ôte-toi et que moi je mette. Et donc, on doit analyser ces faits-là. Élément contre élément. Moi je dis, lorsque vous avez lu la Constitution du 26 octobre, du 26 août 1977, c'est-à-dire qu'on appelle la loi fondamentale de la République populaire du Bénin, mais vous ne pouvez pas ne pas vous sentir fier d'être béninois de l'époque. C'était bien construit. Il y avait une sorte... Et c'est d'elle que tout ce que nous avons aujourd'hui existe. C'est beaucoup mieux que ce que nous avons aujourd'hui. La seule chose, on dit, ok. Vous savez, la question est de savoir, quand vous avez le dos au mur, de quoi vous avez besoin. De la liberté, du verbiage, de la rhétorique ou de l'action. La question est là. De tout cet ensemble, peut-être? Non, on ne peut pas faire le tout ensemble, parce qu'il y a toujours une déclinaison. Il y a toujours la balance. L'idéal, on essaie peut-être d'avoir une balance stable. Effectivement. Mais qui va gérer la stabilité de la balance? Aujourd'hui, est-ce que nous travaillons? Est-ce que le peuple béninois travaille? Est-ce que la population du Bénin travaille? Pas évident. On a peut-être des indigènes qui travaillent dans nos villages. J'utilise ce mot à dessein. Et on a la grande mamaille des villes qui est sur les réseaux sociaux du matin au soir, qui commandent l'action politique, qui critique, qui injurie, qui chante, qui danse, qui distribuent. Ils expriment leur liberté, comme oui, je m'avais vous le dire souvent. Avec ça, ils deviennent quelle force? Ils deviennent des forces inertes, alors qu'ils ont l'âge actif. Lorsque vous êtes une force inerte, alors que vous avez l'âge adulte, l'âge actif, lorsque vous êtes entre 18 ans et 60 ans, et que vous passez votre temps aux réseaux sociaux, en quoi vous contribuez au développement du pays? Ce n'est pas le septuagénaire qui viendra développer le pays. Lui, il a donné du sien. Lui, il a fait pour lui. Lui, il mérite. Et dans un système comme celui du Danemark, à cet âge-là, l'État vous célèbre. Vous avez des avantages. Mais quand vous êtes à fond de l'âge, que vous gérez, vous préparez votre vieillesse. Donc, on ne peut pas se développer
en s'asseyant sur les réseaux sociaux au nom d'une prétendue liberté qui ne saurait en être une. Une liberté qui ne nourrit pas, qui ne développe pas, qui ne construit pas, qui ne bâtit pas. Une liberté destructrice, ce n'est pas une liberté. C'est une liberté de liberticide. Et donc, nous devons faire la part des choses, ce qu'on n'a pas toujours fait. Voilà, oui, Agapite Napoléon Mafaïka, avant de sortir de ce débat, le 30 novembre, ces différentes dates, vous avez certainement constaté qu'elles sont très peu célébrées ces derniers jours. Je ne vais pas vous demander ce qu'on va faire, mais comment on en est arrivé là pour que l'histoire soit oubliée à ce point, Agapite Napoléon Oui, Mafaïka. vous l'avez dit aussi opportunément, avant le 30 novembre, il fallait déjà qu'on célèbre le 26 Le octobre. 26 octobre. Comme je l'ai dit toujours, il ne s'agit pas de célébrer le coup d'État. Il s'agit de célébrer une prise de conscience. Il s'agit de célébrer la révolution. Il s'agit de célébrer le nouvel État. Un État qui nous a au moins mis fin au coup d'État incessant, qui a redonné sa dignité au peuple d'armée. On a retrouvé un État où les d'armée ne sont plus les pestiférés de la sous-région, les enfants malades de l'Afrique, comme on disait. Sous la révolution, le Bénin était clair. La voix du Bénin était entendue dehors. Quand Mathieu Kékou parle, on l'entendait. Nous étions entendus. Nous avions une voix, nous avions une place. Alors, comme je l'ai dit, on n'a peut-être pas le temps de décliner tout le cheminement. Ça va prendre des heures. La Si situation on de doit en parler. 89 est venue et je m'en voudrais de ne pas revenir là-dessus. Lorsque, avec ces problèmes économiques, on a dû se tourner vers les gestions de Bretton Woods, qui étaient nos Référence, non, on n'était pas c'était les cibles des diatribes révolutionnaires de l'époque contre eux. C'était les cibles. Mais, à l'impossible, ayant le dos au mur, on s'est retourné vers eux. Ils ont dit non, ils ont donné leurs conditions. Il fallait dégraisser. Il fallait faire de la démocratie, s'ouvrir. Et, chemin faisant, on a été bousculé juste quand aller à Kalosa, comme on le dit souvent. Et donc, c'était de ne pas aimer ça. Mathieu Kékou était courageux. Courageux de comprendre qu'on ne peut pas faire autrement. Et courageux d'aller jusqu'au bout. Déjà, en opérant ce que moi j'appelais le premier coup d'état civil, ça a été quand même grave. En Afrique, c'est vraiment rare pour qu'on en parle. Et même dans le monde. Revenir et faire démettre la superstructure même de l'État, c'est ubuesque. Ça s'est passé le 7 décembre 89, lorsque les organes centraux du parti de l'État sont retrouvés et ont fini par décider que l'idéologie de l'État n'était plus, le marxisme de Lénine n'était plus l'idéologie de l'État et que le parti ne gouvernait plus l'État. En disant ça, c'est comme si il cisaille la fondation même de la maison Bénin. Absolument. Et du coup, l'édifice devrait s'effondrer. Il est resté qui à la tête? Le patron. L'édifice s'est effondré parce que, du coup, le bureau politique n'avait plus ce sens, ça n'a rien d'être. Le comité central n'existait plus, de fait. Là, le gouvernement, lui, était obligé de continuer à gérer les affaires courantes. L'Assemblée nationale révolutionnaire existait, mais ne pouvait plus voter quoi que ce soit. Il n'avait plus. Tout était parti à volo, en fait. Exactement. Tout le monde était là. On attend que le chef de l'État convoque la conférence nationale des forces vives de la nation. Le 90, oui. Ce qu'il a fait. Donc, de rapport de force à rapport de force, on a eu ce qu'on a eu. On aura le temps de revenir là-dessus. Oui. Mais et l'après? L'après nous aurait permis peut-être de dire, oui, on a erré, on s'est perdu de 72 à 89. Non, l'après n'a pas permis de le dire. C'est pour ça que la rupture, comme le nouveau départ, ou peut-être plus avant, le changement ou la refondation oui. sont autant de notions qui avaient leur contenu. Quand Yahya Boni est arrivé, qui ne peut pas, qui n'a pas soutenu Yahya Boni en Canada, quand il dit que ça doit changer, ça peut changer, ça va changer, tout le monde était d'accord, il fallait bien que ça change. Les moments Soglo et Kérékou n'ont pas permis, il y avait peut-être une sorte d'affrontement. Premier ministre Soglo, 90-91, il a fait le job. Président 91 de 96, il a fait le job. Mais on était au début. Il y avait trop de problèmes à régler. Il y avait des égos à gérer. Il y avait une situation refonte totale, qui n'a pas pu. Et Kérékou est revenu. Kérékou est revenu, c'était une stabilité factice. Il a dit, moi, je ne touche à rien. Presque affaire courante, en fait. Il a géré les affaires courantes. En 10 ans. Mm. En 10 ans, je ne touche à rien. C'est pour moi qu'ils ont amené leur constitution là. Moi, j'attends de finir pour leur montrer que je suis aussi un démocrate.
Donc, Yaïboni est venu avec l'idée de réforme, de changement. On y a cru. Après, il s'est rendu compte que non, le changement est compliqué à avoir sa refondation. On y a également cru. Ça n'a pas tourné. On est passé au nouveau départ avec la coalition de la rupture et on en est là. Quand vous analysez tout ça, vous ne pouvez que choter l'autre. Enfin, je satisfait à ce qui se passe depuis 2016. Enfin, l'État, quand vous lisez le discours, ça donne un autre visage. Quand vous lisez le discours programme de 72, c'est là le sens de ce qui se passe. Aujourd'hui, il faut retrouver ici. Patrick Talon n'a pas fait de discours programme, mais il y a eu un programme d'action de gouvernement. Et quand vous regardez, non, le premier d'abord, en décembre 2016, quand vous voyez, c'est la politique nouvelle d'indépendance nationale. C'est ça. Et la manière de fonctionner, de gérer l'État, a montré que clairement, il avait une vision, c'est là où il allait. Il n'a pas décliné, mais il est dedans. Il ne chante pas Mathieu Kérékou. C'est peut-être pas son système. Mais dans le discours programme créé par les hauts cadres, la jeunesse, les forces continues de la nation, le Bénin de 2016 a puisé, tout au moins en symbolique ou en esprit, des éléments évidents de ce discours sont revenus. Et aujourd'hui, on peut être fier. Il y a plus un suivi, une chronologie dans les actions. Oui, ici, il n'y a pas un bureau politique, il y a quand même, comme il n'y a pas un parti État. Donc, celui qui est élu à la main, parce que lui vient d'une élection, lui, il a une légitimité, il a eu la main pour conduire son dispositif et le courage surtout, le don de soi pour nous conduire là où nous sommes aujourd'hui. C'est important. Donc, cette date devrait être célébrée pour rappeler d'où nous venons et surtout montrer où nous allons. Parce qu'on ne peut pas se perdre deux fois. On dit il y a deux manières de se perdre. Je dis toujours par ségrégation ou par dilution. Jamais c'est. Alors, lorsqu'on sait qu'on a failli se diluer ou alors se ségréger négativement, on doit continuer cette fois-ci à chercher la bonne voie pour ne pas nous perdre, mais nous marquer positivement sur le champ. Et qu'est-ce qui se passe? Depuis 2016, il y a une nouvelle vision, il y a un nouvel état d'esprit. Aujourd'hui, on est en période électorale. Regardez comment ça, c'est calme. Donc, le calme peut-être avant la tempête. Beaucoup de choses ont changé et c'est important. C'est pour ça qu'il faut célébrer cette date. Personnellement, moi, je prends une initiative. J'estime que nous qui sommes peut-être encore ceux qui agitent encore ces idées-là, qu'il est important que nous maintenions un peu le cap. Que nous fassions, si l'État peut prendre conscience qu'il faut maintenir cette date, pas les célébrer comme on fait toi, mais rappeler aux gens, voilà d'où nous venons. Cette date, voilà ce que ça, on avait passé. Et voilà pourquoi on doit faire ceci pour ne pas retomber peut-être à tête ou tête travers. Et là, en faisant les trois glorieuses, il faudrait fêter l'abnégation, la volonté d'un peuple de se libérer des jougs du colon et de se retourner vers de prendre son destin en main. Pour le faire, il a fallu s'appuyer sur l'Est. Ça n'a pas donné ce qu'il fallait. Il faut s'appuyer sur un système ou une idéologie. C'était un échec total. Alors, comment s'appuyer sur tout ça pour le bien de demain? Et en tant que professionnel des médias, moi j'estime que c'est aux médias de prendre le relais. De regarder ce qui se passe dans notre pays de près et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dates qu'on n'agite pas, qu'il n'y ait plus de dates qu'on ne célèbre pas. Pas célébrer les hommes, mais célébrer les événements et surtout attirer l'attention de la nouvelle génération sur la nécessité de se prendre en charge rigoureusement et de développer des notions comme le patriotisme, le civisme pour pouvoir avoir la fierté du pays. C'est cela. Et j'ai une publication sur une réflexion sur la question, une réflexion d'interpellation des médias, un appel presque du 30 novembre 2022, un peu, pas un discours programme. Non, c'est tellement une exhortation. Voilà, une exhortation, vous l'avez compris. Donc, ça va être publié d'un instant à l'autre. Et donc, ça ouvre le débat. Je pense que les médias ont un grand rôle à jouer. Ils sont totalement perdus. N'est-ce pas justement à cause du turnover, je vais dire turnover générationnel, qui explique un peu cette perdition ou déperdition. De deux choses, soit il y a une génération qui a mal passé la main, soit une autre qui a mal pris la main. Donc dans un sens ou dans un autre, les turnover ne peuvent pas empêcher les systèmes d'avancer. Au contraire,
ça les huile, ça les revivifie et que ça doit fonctionner. Donc, la publication aura lieu et je pense que ça va donner lieu à des débats, j'espère bien, pour que nous puissions avancer. Le 30 novembre est une date qui ne doit pas passer inaperçue au Bénin, tout comme le 26 octobre, tout comme le 5 janvier, tout comme... Pratiquement toutes les dates, en fait. Toutes les dates qui ont marqué Ça fait notre beaucoup, histoire. hein, quand même. Non, Beaucoup à je n'ai retenir. pas dit des fêtes. J'ai dit que ça doit être marqué. On doit rappeler les événements. On n'en a pas 20. Non. Alors donc, Je ne pense pas qu'on atteigne le chiffre. la journal, l'année compte 365, 366 jours. Quand même. Fait une vingtaine. Donc, ce n'est pas impossible. C'est ce que Une vingtaine de dates à rappeler. Rien que ça. Rappeler ça tous les ans suffit pour bâtir une génération. Ceux à qui on rappelle cela ne se sentent pas intéressés. Parce qu'on n'a pas appris à les intéresser. Aujourd'hui, on a des générations bientôt de grands-pères. D'abord, c'est à 50 ans. Vous pouvez d'abord, on a des grands-pères presque. Alors, à cet âge. Donc, ceux qui sont nés en 90, 92, donc 30 ans et 20 ans après, ils ont 30 ans aujourd'hui. Oui. Ils ne connaissent rien. 90, 32 ans. Oui, ils ont 30 ans. Oui, je parle de 90, 72, voilà, tout le monde là. Donc, ils ont 30 ans. 32, 33. Ils ne connaissent plus rien de différents programmes. Il y en a qui connaissent les lettres de la conférence nationale. Des journalistes que nous formons, qui ont 19, 20, 17, 18, 19 ans, ne connaissent pas ces choses. C'est pas normal. Quand vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas connaître l'histoire de votre pays. Les médias doivent se reprendre en charge, doivent se réveiller et regarder ce qui se passe dans le pays. La géopolitique aujourd'hui, de la sous-région, mais la réalité politique, l'environnement politique, l'offre politique, sous Patrice Talon, doit pouvoir être analysée par les médias et qui doivent se positionner, à mon humble avis, dans ce discours, dans le nouvel élan de développement dans lequel il appartient à nos médias. Comme les médias occidentaux ont été utilisés pour venir nous coloniser et qui ont été dans les rangs, il nous appartient d'être en éveil et de ne pas nous laisser guider par la rhétorique, la littérature, de l'indépendance des médias. Oui, l'indépendance, mais ça ne veut pas dire l'indifférence. Être indifférent, ce n'est pas être patriotique. Et pour moi, les médias viennent d'un pays, les médias ont un environnement dans lequel ils fonctionnent. Je ne dis pas de faire un soutien partisan. À un système. Mais, à un homme, à des hommes, mais il faut faire l'accompagnement d'un système. Ce système qui se repose. Le système conduit par un homme qui provient d'une élection libre, transparente et régulière. Donc, logiquement, c'est celui qui est élu, qui a le mandat, qui porte les idées-là. Et donc, nous devons comprendre ça et savoir qu'aucun organe de presse ne doit se mettre, normalement, ne peut pas se mettre dans l'opposition. Parce qu'un organe de presse ne peut pas s'opposer dans le service de l'information, dans le service de la formation, donc de l'éducation, et dans le service de l'administration. Oui. Je ne trouve pas quel motif, mais l'organe clarifie, explique, décrypte, fait appel à des différents courants, les écoute, leur donne la latitude de parler des alternatives possibles. C'est ce que nous devons faire. Je pense que nous devons nous appuyer sur la dynamique de 30 novembre 1972, la caractéristique fondamentale et la source première de la réaction dans notre pays, qui est la domination étrangère. Et le postulat, nous devons compter d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources. Je pense que les médias également doivent s'approprier ces moments et regarder l'avant d'abord en étant béninois, au lieu d'être Hubert Beuve-Méry ou bien inventeur de journalistes par-ci par-là. Chacun d'eux a travaillé pour son époque, pour son environnement. Il nous appartient de travailler pour notre époque, pour notre environnement. Voilà qui est dit. Le rôle des médias, justement, c'est d'éduquer et de divertir. Nous avons fait notre devoir d'éducation en vous rappelant donc ce qu'il faut retenir de ces trois glorieuses, mesdames et messieurs, en cette date du 30 novembre 2022. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle très rapidement nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelbenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, YouTube ETélé Bénin. Vous pouvez nous retrouver aussi sur iOS et Android ETélé Bénin. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi. ETélé avec vous, pour vous.